Merci Antoine. Donc le titre de mon exposé, c'est Hegel et la conversion de la terreur. Et comme Antoine vient de le dire, je vais forcément reprendre certains motifs qui ont été déjà développés par Peter lors de sa conférence. Donc mon intervention se réduira en fait, je ne sais pas si on peut dire que c'est une conférence, c'est plutôt une série de remarques portant sur la conception hegelienne de la terreur que je vais vous exposer, dans le but d'entamer une discussion de la thèse d'Étienne Balibar sur la conversion de la violence, concernant en particulier la place qui, à la lumière de cette thèse, se laisse assigner à la pensée hegelienne dans une histoire de la méditation philosophique sur la violence. Aussi, je voudrais le faire, comme le dit encore Balibar lui-même, dans son livre « Violence et civilité » auquel nous avons plusieurs fois fait référence. Donc je voudrais le faire en revenant, comme il le dit, à la lettre des formulations hegeliennes que je tenterai de lire comme le lieu d'une expérimentation intellectuelle. Si j'ai bien compris la thèse de la conversion de la violence, telle qu'elle s'applique notamment à Hegel, elle reviendrait à affirmer que l'opération essentielle de la philosophie hegelienne au problème de l'existence de la violence, sa réponse au problème de l'existence de la violence, consisterait à lui assigner une place dans l'histoire universelle en lui donnant de ce fait un sens et une justification à partir du résultat auquel elle nous amène. Je crois qu'on peut dire qu'il s'agit ici donc d'un schéma téléologique. Dans son livre, Balibar n'a pas parlé de théodicée, mais il vient de le faire en réagissant à la conférence de Peter tout à l'heure, de parler des aspects théologiques que le mot de conversion apporte. Parce que, à mon sens aussi, ce concept d'une conversion de la violence se rapproche parfois beaucoup du registre de la théologie. Et je crois que dans une note en bas de page, Balibar souligne aussi la signification théologique de ce terme. En particulier, s'y rattache aussi ce qu'il dit sur l'importance du sacrifice dans la conception hegelienne de l'histoire. C'est donc dans ce contexte général que s'inscrit la thèse de la conversion. Aussi, je vais le répéter, bien que ça ait été déjà dit, elle s'appuie sur un passage du cours de Hegel publié sous le titre « La raison dans l'histoire », où Hegel traite justement de la différence entre deux points de vue, celui de l'histoire universelle et celui de la morale individuelle. Or, comme Hegel le dit, ce qui est une violence, un crime sur le plan de la morale individuelle, se trouve converti sur celui de l'histoire universelle en moyen de la réalisation nécessaire des fins historiques de l'humanité. Et de ce fait, ça n'a plus l'air d'être un crime chez Hegel, parce que bien sûr, il s'agit de comprendre ce que Hegel dit. Il y a donc en particulier une incommensurabilité entre les deux points de vue, et en particulier de ce qui se donne comme le plus haut en termes de chacun d'eux, même si Hegel, bien entendu, penche plutôt du côté du point de vue de l'histoire universelle. Je citerai ce passage encore une fois, il n'est pas très long. Donc ceux qui ont résisté par conviction éthique et donc par noblesse morale à ce que le progrès de l'idée de l'esprit rendait nécessaire se situent plus haut que ceux dont les crimes sont convertis dans un ordre supérieur en moyen d'exécution de la volonté de cet ordre supérieur. Donc la situation est loin en fait d'être claire en termes de ce que Hegel veut dire. Ce qui est supérieur d'un point de vue est inférieur quand on regarde les choses sous un autre point de vue. Mais ce que je voudrais dire, c'est que de ce passage, on devrait retenir surtout ce schéma téléologique dans l'explication de la place de la violence. Donc le fait qu'il s'agit d'une certaine téléologie.
Et d'autre part, je voudrais aussi souligner que s'il y a bien une partie du système hegelien dans laquelle le modèle téléologique joue un rôle de premier rang, c'est justement l'histoire universelle, comme cette dernière partie de la philosophie de l'esprit objectif. Et je crois qu'on peut s'en rendre compte si, par exemple, on compare le rôle du grand individu, le héros, dans la philosophie de l'histoire, avec le rôle du grand philosophe dans l'histoire de la philosophie. C'est un débat qui a été caractéristique des années 60, dans lequel toutes les différences entre ces deux histoires ont été relevées, et en particulier un débat qui a fait très clairement ressortir ce caractère téléologique de la philosophie de l'histoire. Or, ça serait ma thèse, que ce traitement téléologique de la violence, dont l'importance est incontestable et immense, n'est pourtant pas la seule élaboration du problème de la violence qu'on peut trouver chez Hegel. Et à ce titre, une place particulièrement importante revient à mes yeux à la phénoménologie de l'esprit, à cet ouvrage inclassable, comme Balibar le dit à juste titre, et tout particulièrement au chapitre de ce livre qui porte le titre « Liberté absolue et Terreur », Die absolute Freiheit und Erschrecken, où on le voit à partir des termes mêmes du titre, les concepts de liberté et de terreur sont associés d'une manière inextricable, d'une manière qui est aussi, comme il me semble, en un certain sens, plus que téléologique. Plus que téléologique. Et c'est Balibar lui-même qui, bien entendu, souligne l'importance toute particulière, à l'égard du problème de la violence, de ce chapitre de la phénoménologie, comme d'ailleurs de celui qui traite du conflit dans le cœur de la Sittlichkeit grecque, Antigone, le trait commun des deux étant le fait qu'il donne une description de deux types de violences inconvertibles, aux yeux de Hegel, d'après l'interprétation de Balibar, selon l'axe de partage entre le public et le privé. Donc, les deux chapitres, les deux développements impliquent un partage strict entre le public et le privé. Et c'est justement par ce fait que Balibar explique l'impossibilité de convertir la violence qui est spécifique pour chacun des deux. Comme il le dit, Balibar, les formes de violence typiquement inconvertibles d'un point de vue hegelien sont celles qui demeurent enfermées dans la sphère privée, sans possibilité de traduction ou de représentation dans le domaine public. C'est le cas d'Antigone, mais aussi celles qui se déchaîneraient dans l'espace public sans possibilité d'enracinement dans l'existence privée. Et c'est le cas de la terreur. À ces raisons qui expliquent l'importance exceptionnelle du chapitre sur la terreur, on pourrait, à mon sens, en ajouter d'autres, que je vais présenter d'une façon un peu schématique. Premièrement, d'après une formule qui vient de Hegel lui-même, et qui résume le développement précédent de l'ouvrage, de la phénoménologie de l'esprit, le résultat du chapitre sur la liberté absolue et la terreur consiste à concilier, ausgleichen, l'opposition entre la volonté singulière et la volonté universelle. Comme le disent les traductions consacrées, celle d'Hippolyte et celle de Bourgeois, mais on pourrait être tenté de traduire le terme allgemeiner Wille par justement volonté générale pour garder cette référence à Rousseau qui est très prononcée dans ce chapitre de la phénoménologie. Or, dans la philosophie du droit, dans les principes de la philosophie du droit, dans l'introduction, dans les paragraphes 6 et 7, Hegel définit la volonté libre comme l'unité ou l'adéquation entre les moments de l'universel et du singulier. C'est bien connu. Mais s'il en est ainsi, le chapitre sur la liberté absolue et la terreur se laisserait comprendre comme la première élaboration
sur le plan de l'expérience historique la plus concrète, la plus violente aussi, du concept de la volonté libre, et par conséquent de la dimension même dans laquelle se meut toute la philosophie de l'esprit objectif, la philosophie du droit. Deuxièmement, et en prolongeant ce constat, je voudrais souligner le fait que la terreur hegelienne est une catégorie du domaine de la théorie de l'action politique. Je le dis parce qu'il me semble qu'on n'en tient pas toujours compte, comme c'est le cas par exemple chez Habermas, qui, en dépit de la justesse de ses analyses, tend parfois à présenter le traitement hegelien de la terreur comme l'instauration de la dimension du droit abstrait, c'est-à-dire du droit privé. C'est dans son ouvrage Théorie et pratique, c'est-à-dire dans l'article La critique hegelienne de la Révolution française, qui fait partie justement, qui est repris dans cet ouvrage de Habermas. Or, il y a bien sûr l'importance du Code Napoléon, du droit privé, etc. Mais ce n'est pas là, mais dans la dimension politique, que réside l'essentiel de l'analyse hegelienne. À proprement parler, le problème, qui relève, à mon sens, justement de la théorie politique, consiste en un fait très précis. Pour faire bref, il existe, en matière de politique, une volonté générale. Mais en fait, elle est inerte et ne peut être mise en œuvre que par une volonté singulière. Je parle toujours au terme de Hegel, dans les termes de Hegel. Donc cette volonté générale ne peut être mise en œuvre que par une volonté singulière, qui est la seule à être volonté vraiment effective. Donc nous avons une dichotomie, en quelque sorte, entre la volonté générale, qui est inerte, et cette autre volonté qui est volonté effective. Et cette configuration duelle est un cas spécifique de la dichotomie qu'on trouve partout dans l'ouvrage de Hegel, entre la substance et la conscience de soi. Et en parlant de la substance, ce que Hegel nomme la substance, ça peut être aussi bien l'universel, le général. En tout cas, le paradigme de cette dualité est peut-être la configuration kantienne entre le sujet moral et la loi, et leur rapport. Donc, dichotomie, volonté générale, d'une part, qui est universelle, d'autre part, le fait qu'elle ne peut être mise en œuvre que par la volonté individuelle qui est la seule effective. Mais, et c'est de là que résulte justement le problème, l'action de la volonté singulière ou son œuvre est toujours déterminée comme telle ou telle, ce qui veut dire qu'elle n'est pas adéquate à la volonté générale. Et d'où le problème éternel du rapport entre le gouvernement et la volonté générale qu'il est censé incarner, à propos duquel se pose une question analogue à celle que Balibar évoquait à plusieurs reprises lors de sa première conférence de Belgrade, « Quis judicabit » qui décide, cette fois-ci au sens de la question « qui gouverne ». Le gouvernement n'est donc, comme Hegel le dit, le gouvernement qui correspond à ce moment de la particularité, qu'une faction. Il n'est que la faction qui a gagné, et c'est sur ce point que repose toute son importance. Donc, nous avons ici un moment d'inadéquation et un problème qui en résulte, et c'est justement de là que procède la nécessité de ce que Hegel appelle la terreur, parce que pour être à la mesure de ce que c'est que la volonté universelle ou générale, donc pour être à la mesure de son indétermination, pour parler comme Foucault, pour être à la mesure de son absence d'œuvre qui lui est essentielle, donc la volonté générale ne parvient pas à l'œuvre, que la liberté absolue prend la forme de la notoire furie du disparaître, Furie des Verschwindens, dont Hegel parle dans ce chapitre, et qu'elle se radicalise en ce qu'on pourrait bien, à certains égards, nommer l'extrême violence. Donc, nous avons ici l'expérience historique de la terreur.
interprétée en ces termes rousseauistes. Mais il faut bien préciser que Hegel s'écarte ici par rapport à Rousseau, bien qu'il en s'inspire, parce que, par exemple, chez Rousseau, la volonté générale n'est pas tout à fait une volonté indéterminée, comme Hegel l'entend. Bon. Ceci nous amène, troisièmement, à établir un fait qui me semble être d'une importance systématique capitale, et c'est que le traitement hegelien de la terreur et de la liberté absolue s'enracine dans son concept de la négation, ou plus précisément de la liberté en tant que négativité. Je ne voudrais évidemment pas affirmer que les figures hegeliennes, comme la terreur ou la liberté absolue, résultent d'une transposition pure et simple du concept logique de la négation. Mais il me semble qu'au contraire, qu'une certaine expérience de la politique, même dans sa forme la plus violente, a très bien pu nourrir la conceptualité hegelienne, notamment en ce qui concerne son concept de négation. Néanmoins, c'est un fait que le concept de la négation a un sens plus large que celui de la liberté. Mais dans le contexte qui est le nôtre, il me semble intéressant surtout parce qu'il permet d'établir le lien entre le concept hegelien de la violence, d'une part, parce que Hegel pense bien la violence comme négation, et de l'autre part, de son concept d'une subjectivité libre. Et c'est ce rapport entre la violence et la subjectivité qui me semble essentiel quand il s'agit de Hegel, qui me semble aussi sortir un peu de ce schéma téléologique, puisque c'est au fond la thèse que je défends, qu'il s'agit là d'un lien qui est conceptuel, qui est immanent, et non pas d'une relation entre les moyens et fins. On peut le voir assez vite, par exemple, si l'on se rend compte de l'importance, c'est le cas déjà chez le très jeune Hegel, qui revient à la catégorie du crime, qui est une forme de la violence, bien sûr. Parce que dans les analyses de Hegel, le crime n'est pas un acte qui serait justifié après coup, à partir de son résultat. Au contraire, il est, pour Hegel, une première forme de la liberté. L'acte par lequel ce qu'on appelle le sujet s'émancipe de ses attaches objectives, en quoi consiste justement sa subjectivité ou sa liberté. Mais en ce qui concerne une analyse de la terreur et le rapport qu'elle instaure entre la subjectivité et la violence, on est obligé d'attendre la phénoménologie de l'esprit. C'est ce que peut révéler, entre autres, une comparaison du chapitre sur la terreur dans la phénoménologie avec le traitement hegelien de la tyrannie, la terreur y comprise, dans le manuscrit publié sous le titre « La philosophie réelle d'Iéna » de 1805-1806, un manuscrit dont la rédaction n'a précédé la phénoménologie que d'un an, donc il s'agit d'un laps de temps très court. Dans ce cours, Hegel examine la dictature jacobine ainsi que ce qu'il considère comme une série de phénomènes historiques proches d'elle. Il y traite par exemple aussi du machiavélisme, aussi bien que de la violence fondatrice représentée dans la figure de Thésée. Donc il considère la terreur comme une forme de la tyrannie qui est un concept plus général. Et là, son point de départ, c'est encore Rousseau, dans un sens assez précis, mais qui est aussi assez limité, de la solution rousseauiste du problème de l'écart entre la volonté générale et la volonté de l'individu. D'après Rousseau, comme on le sait, la volonté générale est la volonté de chaque citoyen, même si la volonté consciente de celui-ci en diffère. Et c'est seulement à ce prix, au prix de cette fiction, qu'on peut soutenir la conception de la légitimité du pouvoir étatique. Et c'est à partir de là que s'explique, assez simplement pour Hegel, la fonction du tyran. Elle consiste, pour ainsi dire, à plier avec violence, si besoin est, la volonté individuelle des citoyens, leur volonté consciente, de façon à la rendre conforme à ce que Hegel désigne comme leur volonté immédiate,
dont ils ne sont peut-être même pas conscients, mais qui est pour sa part égale à la volonté générale. Visiblement, on rejoint ici la problématique rousseauiste de la contrainte à la liberté, de la contrainte à être libre. Cependant, dans le manuscrit, la terreur est toujours définie de façon purement téléologique, justement, comme le moyen d'une fin qui se réalise nécessairement, comme un instrument de la réduction de l'écart entre l'individuel et l'universel. Et Hegel le dit, en effet, expressément, la fonction de la terreur est, d'après sa formulation, la culture ou la formation pour l'obéissance, Bildung zum Gehorsam, du citoyen. Donc elle est destinée à former le citoyen en tant que sujet obéissant. De même, la tyrannie ou la terreur perd sa raison d'être au moment où cette fin a été réalisée, où l'écart n'existe donc plus et où la volonté générale est devenue consciente dans l'esprit des citoyens. Et c'est là qu'elle est remplacée par ce que Hegel appelle la confiance. Et c'est ainsi que s'explique, d'après Hegel, le destin de Robespierre. Sa force, seine Kraft, l'a abandonné parce que la nécessité l'a abandonné. Et c'est ainsi qu'il a été renversé par la violence. C'est une citation de cours, je l'ai traduite par moi-même. Mais il n'en est pas tout à fait de même quand il s'agit de la phénoménologie de l'esprit. Et surtout, je dirais que là, il ne s'agit plus d'un modèle téléologique. Le développement sur la terreur dans la phénoménologie de l'esprit est d'une importance capitale pour la constitution même de la subjectivité. Comme vous le savez, le chapitre sur la liberté absolue et la terreur commence par une récapitulation du résultat du développement précédent. Et ce résultat consiste en l'émancipation de la conscience de soi, ce que Hegel appelle de ce nom, de toute essence objective. Au début même du chapitre, Hegel écarte expressément la notion d'utilité et celle de but, qui sont d'après lui caractéristiques de la pensée des Lumières, et justement parce qu'elles sont liées, c'est sa thèse, à une forme imparfaite de l'appropriation de l'objet par la conscience de soi, dans laquelle celle-ci ne se possède pas pleinement. C'est-à-dire que l'opposition de l'objet est à ce moment évacuée. Au stade de la liberté absolue, il ne reste donc plus rien que la pure conscience de soi, le pur être pour soi, comme substance du monde à laquelle se réduisent toutes les objectivités antérieures. Et pour Hegel, cette conscience de soi est aussi la négation de toute l'organisation précédente du monde. C'est sa façon de dire, la façon de dire à Hegel qu'il s'agit de la fin de l'ancien régime et de l'organisation étatique et sociale qu'il implique. Ceci revient à dire que la seule opposition qui subsiste encore au stade de la liberté absolue et de la terreur est l'opposition elle-même relative, destinée à se surmonter, entre les deux formes mentionnées de la conscience de soi ou de la volonté. Conscience de soi individuelle ou personnelle d'une part et conscience de soi universelle de l'autre. De façon qu'on peut dire que le conflit qui se joue ici, de façon qu'on peut dire que le seul conflit qui se joue ici concerne l'interaction de la conscience de soi avec elle-même. Tout de même, comme Hegel le dit, cette interaction n'est pas seulement positive. Et c'est justement sur ce point précis que son développement de la négativité ou de la liberté absolue se transforme en concept de la terreur. En effet, la conscience de soi libre ne peut revenir immédiatement aux masses différenciées de la vie éthique, parce que si elle faisait ça, elle ne serait plus libre et universelle. C'est la raison pour laquelle, d'après la formulation de Hegel, une fois que l'organisation du monde a été supprimée, vertilgt, la négativité de la liberté absolue
comme conscience de soi universelle, ne peut s'appliquer qu'à la conscience de soi personnelle, qui, en tant que telle, garde encore une apparence d'objectivité, pour la nier à son tour. Aussi, je crois qu'on pourrait dire qu'il s'agit ici d'un point de conversion, ou plutôt du renversement de la liberté, parce que la liberté négative, qui est l'abstraction de toutes les déterminations positives, se renverse ici en la mort à la guillotine, qui, comme on le sait, ce sont les lignes de Hegel bien connues, qui est une mort qui n'a pas plus de signification que le fait de trancher une tête de chou ou d'avaler une gorgée d'eau. Donc quelque chose justement de très banal, de quelque chose aussi dont on peut se demander si ça mérite même le nom de sacrifice, parce que c'est tellement insignifiant. On sacrifie toujours quelque chose qui est valable. Et ce que Hegel dit explicitement ici, c'est qu'il existe, je dirais, une conversion immédiate de la liberté en mort. Je cite ici la traduction d'Hippolyte, qui parle en toutes lettres de la conversion. C'est pas le terme allemand, c'est pas Verkehren, mais Hippolyte traduit quand même conversion. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La volonté universelle, comme conscience de soi effective, absolument positive, se convertit dans l'essence négative et se démontre être aussi bien la suppression de la pensée de soi-même ou de la conscience de soi. C'est cette place. Alors que la traduction de Bourgeois dit « se renverse ». Le terme allemand, c'est « umschlägt ». Donc, c'est à noter. Je reviendrai sur ce point. Est-ce qu'il nous reste encore le temps? 5 minutes. Ça devrait marcher. Cependant, la négation par laquelle se définit la terreur, la violence, correspond rigoureusement à la structure du sujet libre en tant que ce sujet est conscience de soi universelle, capable de faire l'abstraction de toute détermination finie. Et on connaît certes un certain nombre d'historiens de l'appartenance plutôt à gauche, comme Mathiez ou dans une certaine mesure Soboul, qui ont essayé de donner une justification de la nécessité historique de la terreur à partir de ses effets. Le fait de préserver la République, de la soustraire à l'intervention de l'étranger, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que Hegel a, en un certain sens, en dépit de sa critique de la Révolution, qui est bien connue, fait beaucoup plus, en montrant que l'éventualité de la terreur, comme d'un événement historique, s'enracine justement dans la structure du sujet libre en tant que tel. Alors, parlons de la terreur. Il est aussi intéressant de noter que Hegel reconnaîtra ce caractère d'universalité abstraite qui n'arrive à se définir que comme négation dans les notes de l'encyclopédie. Il le reconnaît dans le mohammédanisme, dans lequel prévaut, d'après lui, l'esprit de la liberté en tant qu'elle consiste en la pure conformité avec l'universel. Tout de même, dans la description hegelienne, il y a aussi sa défaillance qui est exactement la même que celle de la liberté absolue ou de la terreur. Elle tient à l'impossibilité de réaliser la détermination libre et objective, d'avancer vers ce que Hegel appelle la immanente Besonderung, la particularisation immanente. Autre parallèle frappant, le caractère propre de la terreur, c'est-à-dire du régime de Robespierre, ce n'est pas le despotisme, mais la tyrannie. Et on sait que chez Rousseau, la différence entre les deux tient à la différence d'un certain rapport à la loi. Le despote règne au-dessus de la loi, tandis que le caractère illégal de la tyrannie ne concerne que l'accès du tyran au pouvoir, après quoi il règne en conformité avec la loi. Or, cette même description revient à propos des musulmans ou des arabes, puisque, comme Hegel le dit, le vrai despotisme n'a pas lieu chez eux. Mais en même temps, il reste cette remarque critique qu'il n'y a pas chez eux non plus de développement libre de la particularité.
comme Hegel le dit, à côté des convictions les plus sublimes, on y trouve la rancune et la malice. Tout ceci dit, j'en ai encore pour 2 minutes. Est-ce que j'ai déjà dépassé le temps? 1 minute. 1 minute. Donc, premièrement, elle est déjà passée. Pour esquisser une réponse à la question d'une conversion possible de la terreur. Comme on l'a déjà vu, la terreur elle-même se laisse décrire comme un point de conversion immédiate de la liberté en mort. Notre question devrait donc être, est-il donc possible de la reconvertir en une liberté authentique? Et c'est dans ce sens qu'on peut parler de cette question de l'après-coup qu'on a traité hier aussi. Donc la conversion de la violence serait, d'après Hegel, en fait une reconversion. Autre chose que je voulais juste mentionner, c'est l'importance du concept de la conversion dans la philosophie hegelienne en général. Et je crois que ça s'explique d'une part parce que ce concept fait partie de l'héritage platonicien dans l'idéalisme spéculatif allemand. Là, je pense en particulier à l'importance qui revient au motif de la métastrophée périagogée platonicienne dans la République de Platon, donc par lesquelles l'âme se détourne du monde des choses sensibles, se tourne vers le bien, etc. Or, ça me semble être même plus large que les termes même de Verkehren ou Bekehren, et je crois qu'on peut élargir ce point à toute une famille de mots. Par exemple, celui que je viens de citer, umschlagen, umkehren aussi, et je signale à ce titre l'importance qui revient à ce motif dans l'introduction à la phénoménologie. Voilà, je m'arrête là. Je crois que